Les grands de ce monde sont réunis au Congrès de Vienne de septembre 1814 à juin 1815. Il s'agit du premier grand congrès international de l'histoire qui voit la diplomatie prendre le pas sur la résolution militaire. Une vision totalement nouvelle. Charles Pictet de Rochemont, le représentant de Genève, s'y rend à nouveau en compagnie de Jean-Gabriel Hénard. Ce natif de Lyon, établi à Genève, est un habile financier qui a fait fortune en Toscane. Il y était conseiller financier de la grande-duchesse et de la reine d'Étrurie. Anna, l'épouse de ce dernier, les accompagne. Elle est la nièce de Pictet de Rochemont. Malgré son jeune âge, elle a 21 ans, elle joue un rôle important comme ambassadrice officieuse de Genève. En effet, tout à Vienne ne se joue pas à la table des négociations. Les soirées et les bals qui entourent les réunions diplomatiques et les discussions informelles qui y ont lieu sont presque aussi importantes au point qu'on a qualifié Vienne de « congrès dansant ». J'avoue m'être interrogé sur le fait d'emmener une jeune femme inexpérimentée comme Anna au cœur de ces négociations difficiles. Je craignais que les danses et les dîners ne lui montent à la tête. Le moindre faux pas peut se révéler fatal et ruiner le destin de Genève. Or, je dois le dire, Anna Hénard brille. On loue son goût et sa simplicité. Son éducation et son charme conquièrent jusqu'aux empereurs. Les époux Hénard reçoivent ainsi des invitations grâce à elle, à des dîners où elle sait subtilement rappeler l'importance de mettre Genève et la Suisse à l'ordre du jour des négociations. Anna prend tous ses succès comme une enfant que cela divertit, mais assez philosophiquement et bien mieux que je ne l'aurais imaginé. Elle a la tête froide de sa mère. Je me souviens d'un bal chez l'ambassadeur russe où je suis resté jusqu'à minuit. Anna jusqu'à 4 heures. Grand succès. Bras dessus, bras dessous avec les grands-ducs, et elle a dansé 2 fois avec Alexandre. J'avais toujours peur que cela ne lui tourne un peu la tête. Mais pour lui rendre justice, elle n'y montrait point de disposition. J'ai des moments extraordinaires lors de ces soirées. On m'a même invité à chanter. Vienne est bien la capitale de la musique. J'en ramène d'ailleurs un amour de petit piano toilette. Parfois, tout en dansant, s'échangent des réflexions sur l'avenir de l'Europe, de la Suisse et de Genève. Je parle les yeux dans les yeux, si j'ose dire, avec le tsar de Russie Alexandre Ier et le roi de Prusse Frédéric Guillaume, ou encore avec le ministre des Affaires étrangères de l'Empire d'Autriche, le prince de Metternich. Lors d'un bal, le jeudi 5 janvier 1815, je le revois s'approchant de moi. Il m'a demandé de quoi étaient composés mes colliers, qu'il n'en avait jamais vu de pareil, qu'il trouvait cela charmant. Et pendant que je lui répondais que c'était des bijoux de nos montagnes, il s'est assis à côté de moi, alors la conversation s'est engagée. J'ai été bien étonnée de cette politesse, mais bien plus encore lorsqu'il m'a dit, en me montrant Gabriel, « Faites-moi le plaisir de venir ainsi que monsieur votre mari danser chez moi lundi. » Je suis d'autant plus surprise que le prince nous est invité pour lundi, que c'est un jour où il a régulièrement un cercle de gens intimes et que ce sont des soupers où personne ne songe à être invité quand on n'est pas en grande relation avec lui. Mon succès mondain est d'autant plus important que nos intérêts, nous ne pouvons les plaider que dans le cadre d'échanges personnels. Pas de représentants genevois à la grande table des négociations. Seul notre ami Capodistria y prend part.